Dans quelques instants, le journal télévisé à PIC. À la PIC, le professionnalisme, c'est notre cheval de bataille. Ne zappez pas, s'il vous plaît. Le journal professionnel commence dans quelques secondes. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue dans cette édition du journal consacrée à la rétrospective de la semaine. Et ce soir, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau monsieur Dieu merci Ounda Edia, congolais de la diaspora et cadre au CONAD, parti cher à l'opposant Moïse Monidela. Bonsoir monsieur Dieu merci. Bonsoir madame. Je vous retrouve tout à l'heure, il est temps pour moi d'annoncer quelques nouvelles. Commençons par l'éducation. Eh bien, les finalistes du secondaire ont passé les épreuves ordinaires des Exeta édition 2016-2017 de lundi à jeudi dernier. Le coup d'envoi a été donné par le Premier ministre accompagné du ministre de l'EPS Gaston Moussemena au complexe scolaire Mwenze à Mbanza-Ngungu. Nous sommes dans la province du Congo central. Sarah Mangonda. C'est en présence du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel Gaston Moussemena, du gouverneur de la province du Congo central Jacques Bandou, que le Premier ministre Bruno Tshibala Nzenze a donné le go à la 51e session ordinaire de l'examen d'État édition 2016-2017 au complexe scolaire Sainte-Marie Mwenze à Mbanza-Ngungu au Congo central. Au total, 632 000 candidats ont pris part sur l'ensemble de la République, dont 31 721 candidats pour le Congo central et 1510 pour la ville de Mbanza-Ngungu. Et dans son mot, le chef du gouvernement a sensibilisé le finaliste et les a encouragés à bien travailler pour la réussite qui est gage de leur sacrifice. Ici est de rappeler que les élèves de l'espace Kassai passeront leurs épreuves de l'examen d'État un mois après, suite à l'insécurité qui sévit dans ces coins du pays. Ces épreuves de 4 jours vont se tenir du 19 au 22 juin 2017 et concernent les candidats finalistes de l'école secondaire normale, technique et autodidacte. Enjeu politique de l'heure, le ministre des Médias, porte-parole du gouvernement congolais, est sorti du mutisme. Sanctions européennes, Lambert Mende fait cadeau de ses avoirs se trouvant dans les banques belges à la Belgique. Le porte-parole du gouvernement congolais a dénoncé le caractère arbitraire des sanctions ciblées de l'Union européenne contre quelques personnalités du pays. Reportage Sifa Gamani. Après un long silence, Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, ministre des Médias et ministre de la Communication, s'est exprimé au cours d'un point de presse organisé ce mardi 20 juin. Plusieurs points ont été au cœur de cette conférence, entre autres la présentation du livret blanc qui a été rendu public ce mardi. Intitulé « Éléments d'information liés au phénomène Kamounon-Sampou », présenté par le membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, aussi par une délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Alexis Tambwe Mwamba, ministre des Droits humains, Marie-Ange Mouchébécois, réunion en Suisse à Genève. Ces livres blancs subdivisés en 9 chapitres a pour but de rétablir la vérité sur les événements dramatiques qui ont endeuillé la RDC dans l'espace Kassai, aussi rendre justice aux victimes de cette barbarie dans cette partie du pays. Le livre blanc, qui est rendu public ce jour à Kinshasa et à Genève, apporte la preuve que les autorités congolaises n'ont pas dérogé à leur mission régalienne, qui consiste à œuvrer au rétablissement de la sécurité au Kassai, à contribuer à la manifestation de la vérité sur ces atrocités indicibles et humainement inacceptable, afin que justice soit rendue à toutes les victimes de l'entreprise terroriste qui a été déclenchée. La République démocratique du Congo, par le biais de Lambert Mende, apprécie l'offre de collaboration des Nations Unies dans la lutte contre les violations des droits de l'homme dans les provinces du Kassai. S'agissant des sanctions visées par l'Union européenne contre plusieurs personnalités politiques et militaires congolaises, Lambert Mende éclaircit. En clair, et comme il est écrit dans le livre blanc, la République démocratique du Congo apprécie l'offre de collaboration des Nations Unies dans la lutte contre les violations graves des droits de l'homme dans les provinces de l'espace kassaïen,
mais elle n'est pas disposée à accepter l'idée du déploiement sur son territoire d'une commission d'enquête internationale qui travaillerait en vase clos et parallèlement aux instances judiciaires nationales, comme si la République démocratique du Congo était devenue un État néant. C'est totalement exclu. Ainsi, le gouvernement congolais et le FARDC rassurent la population du Grand Kivu inquiétée par la recrudescence de bruit de bottes, qu'ils seront toujours à leur côté jusqu'au recouvrement rapide et définitif de la paix dans cette partie de la RDC. Parlons de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs au CONAD, parti cher à l'opposant Moïse Monidela, cadre et militant du parti s'active pour prendre part aux élections à venir. Le cas de M. Dieu Merci Ounda, candidat à la députation provinciale. Ce cadre de CONAD s'est enrôlé le week-end dernier au centre électoral situé à l'école laïque dans la commune de Bandalungwa. Reportage. Candidat à la députation provinciale pour la commune de Bandalungwa, Dieu Merci Ounda Edia, l'un des jeunes le plus influents de cette municipalité, a arraché son ticket pour les élections à venir. Au centre électoral érigé à l'école laïque, une foule en liesse a accompagné celui qui sera probablement le porte-parole des habitants de Bandalungwa à s'enrôler. Je suis venu en délégation pour me faire enrôler parce qu'il s'agit d'un devoir civique et patriotique. Donc c'est un grand rendez-vous aujourd'hui parce que le plus important c'est de sensibiliser, de mobiliser les compatriotes, plus précisément les Ndalois, à s'enrôler massivement parce que l'enrôlement c'est un devoir civique. À partir du moment où on s'enrôle, on est capable de pouvoir profiter et faire valoir ses droits patriotiques. Donc en commençant par les droits aux élections, les élections que nous attendons tous. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes réunis en délégation pour pouvoir accomplir ces devoirs patriotiques. Cadre au sein des conservateurs de la nature et démocrate, parti cher à l'opposant Moïse Monidela, Ounda Edia, Dieu merci, est prêt pour la bataille électorale, une bataille qui s'annonce rude au regard des ambitions des uns et des autres et invite les Ndalois à s'enrôler massivement. Voilà, donc je suis l'émissaire du président Moïse Monidela du parti CONAD, que je représente valablement au niveau de la circonscription territoriale de la commune de Bandal. Et le projet est en cours pour une installation du parti ici sur place, parce que le but c'est que nous puissions conquérir cette commune qui est une commune chère à moi, où j'ai grandi, où j'ai fait mes premiers pas, j'ai été scolarisé ici et où j'ai vraiment vécu depuis ma tendre enfance jusqu'à aujourd'hui. Pour tout dire, le CONAD invite les Congolais à s'enrôler massivement pour participer aux échéances électorales futures. Ce parti qui met Dieu, l'homme et la nature au centre de son action souhaite de tout vœu qu'il y ait alternance au Congo démocratique. Ainsi soufflera un vent nouveau pour un avenir meilleur. Dieu merci Ounda Edia a rempli son devoir civique et demande à tous ceux qui aiment les Congos d'emboîter les pas. Et voilà qui nous permet de recevoir l'invité de ce journal. Bienvenue, messieurs Dieu merci Ounda. Le public quinois n'a pas l'habitude de vous voir dans nos médias. C'est la première fois que vous passez ici à la PIC et j'imagine que c'est parmi vos premières interventions dans les médias quinois. Pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Évidemment, donc, je réponds au nom de Dieu merci, Ounda Edia. Je suis assistant social des formations et des professions. J'exerce ces métiers en Belgique, précisément à Bruxelles, dans l'administration. Ça fait au moins 10 ans. Et je suis président d'une ASBEL dénommée Boboto, à vocation de la coopération au développement. Et les sièges sociaux se trouvent en Belgique et nous avons
une antenne ici dans la commune de Bandalunga. Tout à fait. Vous êtes Congolais de la diaspora, mais qu'est-ce qui vous emmène ici à Kinshasa? Au fait, vous avez tout à fait le droit de rentrer dans votre pays, mais pourquoi aujourd'hui et maintenant? Écoutez, je pense que je suis natif des Bandal. J'ai grandi à Bandalunga, Kinshasa et la République démocratique du Congo m'a formé. La base que j'ai eue dans ma vie vient de ces pays. La Belgique n'est qu'une suite, donc c'était pour faire mes études et puis me préparer pour revenir. Si je fais le choix de revenir régulièrement, c'est parce que le Congo, c'est un grand chantier social et je pense que de par ma profession d'assistant social, il y a du boulot et je pense que ma vocation et les réalités sur place me poussent vraiment à revenir pour apporter la petite expérience, les vécus et aussi mon expertise au niveau du chantier social. Vous comptez postuler à la députation provinciale pour le compte de la commune de Bandalungwa. Qu'est-ce qui vous motive? Disons, quel est votre projet de société pour Bandal, bien sûr? Mon projet principal, c'est d'abord l'homme, que je place toujours en évidence au centre de mes préoccupations, parce que je me dis, l'homme doit faire un effort d'être acteur de son environnement, de la gestion de la chose publique qui est la cité, et je pense qu'il est de notre devoir, nous les Congolais, précisément dans le quartier où moi j'ai grandi, dans la cité de Bandalunga, nous devons être à mesure de nous prendre en charge et de devenir acteurs de notre propre vie. Mais ne voyez-vous pas que vos ambitions sont démesurées, car entre les candidats qui vivent ici à Kinshasa et qui connaissent le problème des Kinois, particulièrement des habitants de Bandalungwa, il n'y a pas match. Êtes-vous sûr de vaincre lors de cette bataille électorale qui s'annonce du moins rude? Mais je pense qu'à partir du moment où je suis en cheval entre deux pays, je peux comparer les deux cultures, les modes de vie et aussi la manière dont les choses se passent dans l'un ou l'autre pays. Je pense que le Congo est un pays en voie de développement et le fait que je sois en Belgique et le fait que je chevauche les deux pays me permet en tout cas de faire la part des choses et d'apporter au moins les choses que j'ai vues là-bas, l'expérience, j'allais dire. Et si on peut s'en servir ici, je pense que ça pourrait être le début d'un changement. Vous êtes cadre du parti politique CONAD, cher à l'opposant Moïse Monidela. Pourquoi avez-vous choisi de faire le combat politique à ses côtés? Écoutez, le mariage avec la famille politique du président Monidela est basé plutôt sur la vision du parti CONAD qui m'a vraiment flatté par le fait que les missions qui sont présentées par les partis sont ça jumelle en fait avec ma vision des choses, les missions dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'homme qui est placé au centre des intérêts sociétals et à partir du moment où CONAD prône pour l'écologie. L'écologie, vous devez savoir que l'homme est au centre non seulement de la cité, mais il est aussi l'héritier de l'environnement, donc de la nature. Et la nature, c'est quelque chose qui nous a été légué, donc donné gratuitement par Dieu. Donc à partir de ce moment-là, Dieu, en tant que garant de la nature, nous a confié ces dons. Et nous, en tant qu'héritiers, nous avons le pouvoir, nous disposons le pouvoir de protéger, de conserver cette nature. Et je pense que le Congo, étant un pays en voie de développement, est aussi victime d'un grand problème au niveau environnemental. C'est flagrant, je pense que si vous passez dans la rue, vous allez voir qu'il y a un problème, il y a des sérieux problèmes de pollution et autres. Donc voilà, donc ces choix entre la précarité et les problèmes qui sont liés à l'écologie, et de par ma profession d'assistant social, je ne peux pas m'empêcher de m'engager dans ce combat. Et en Belgique, où vous vivez, le parti est actif? Écoutez, donc nous avons une structure, mais vous devez savoir que dans la vie politique, c'est un éternel
recommencement. Donc les plus importants, c'est de renforcer l'effectif et puis les combats et puis la vie politique continue. Hein. Donc c'est comme dans l'armée, donc il faut à chaque fois renforcer les troupes. Peut-être un mot à tous les Congolais, particulièrement à la population de Bandalungwa, qui vous suit en ce moment. Je dirais un mot pour tous les Congolais d'abord en général. Je pense que l'enrôlement, c'est un grand rendez-vous parce que ça nous permet non seulement de nous identifier en tant que citoyens, donc compatriotes ou patriotes, mais aussi ça nous permet de proposer, de donner sa voix par rapport à notre électorat. Et je peux vous rassurer qu'une seule voix peut faire la différence. Or, à partir du moment où nous nous enrôlons massivement, donc cela peut permettre à chaque circonscription, et là je parle de la mienne, la circonscription de Bandel, à pouvoir augmenter le nombre de ces élus ou de ces députés provinciaux. Et plus on a des députés provinciaux, je pense que les pouvoirs décisionnaires sera plus large et on aura la possibilité de plaider pour la bonne cause de nos problèmes sociétaux. Comment voyez-vous l'avenir politique du pays? Moi, je dirais le peuple congolais, comme je disais, doit devenir acteur de sa vie, de son avenir. Donc, si aujourd'hui nous décidons de changer les choses, on doit commencer par s'autoproclamer acteur de la société. Donc, à partir du moment où nous nous engageons ensemble, l'avenir ne peut être que meilleur. Merci, monsieur Dieu, merci Ounda Edia d'avoir répondu à notre invitation. Passez chez nous quand vous voudrez. C'est moi qui vous remercie. Autre chose, victoire du pouvoir de Kinshasa à la 35e session ordinaire de droits de l'homme à Genève. Il n'y aura pas de commission d'enquête internationale en RDC sur le massacre et violation de droits de l'homme dans le Kasaï. Après des tractations entre les différents groupes d'experts européens, africains et congolais, il a été décidé que la RDC conduira seule les investigations dans cette affaire. Gladys Ebile. C'est connu, la République démocratique du Congo gagne la bataille. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU vient d'adopter par consensus ce vendredi 23 juin 2017 la résolution donnant l'instruction au commissaire de l'ONU aux droits de l'homme d'envoyer une équipe d'experts internationaux enquêter sur les allégations de violation de droits humains et d'abus commis dans la région de Kasaï, dans le nord de la République démocratique du Congo. Ainsi, les gouvernements congolais acceptent de coopérer avec cette équipe d'experts internationaux en lui facilitant l'accès dans son territoire. Rappelons que, depuis que des violences à grande échelle ont éclaté dans la région centrale de Kasaï en août 2016, plus de 3300 personnes ont péri, d'après le rapport de la SANCO. Mais aussi, 1,3 million se sont enfuis et 600 écoles ont été attaquées par le milicien de Kamwenon-Sapou. Dans ce même tableau sombre, 2 experts onusiens ont été assassinés en mars 2017, alors qu'ils enquêtaient sur les violations de droits humains dans cette partie de la RDC. Alors avec cette coopération, les hauts commissaires devront rendre compte des activités de l'équipe d'experts au Conseil des droits de l'homme en mars 2018 et lui soumettre un rapport final contenant les contestations de l'équipe en juin prochain. Retenons que la procureure générale de la Cour pénale internationale, CPI en sigle, qui est compétente pour juger les crimes graves commis dans la région de Kasaï, et s'il y a suffisamment de preuves, prendre des mesures pour traduire les principaux responsables en justice, selon Human Rights Watch, attend déjà ce rapport. On reste dans ce chapitre pour parler de l'audience que la ministre des Droits humains a accordée au conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies en matière de prévention du génocide, Adama Dieng, qui boucle sa mission en RDC après s'être rendu dans le Kasaï, a précisé que son organisation est préoccupée par la situation qui sévit dans cette partie de la RDC. Reportage. Adama Dieng, au portillon du ministère des Droits humains, le conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies en matière de prévention du génocide, est venu rendre compte à la ministre Marie-Ange Mouchobekwa Likoulia des résultats de sa mission d'enquête effectuée dans l'espace Kasaï. Il était question pour l'émissaire de Antonio Guterres de palper du doigt la réalité
en vue d'apporter des solutions idoines à la crise sécuritaire dans cette partie de la RDC. Les Nations Unies est très préoccupée par la situation qui sévit au Grand Kasaï. Je ne pouvais pas venir en RDC sans rendre une visite au ministre des Droits humains. Comme vous le savez, mon mandat de prévention du génocide et des atrocités criminelles tire sa source de la discrimination et aussi de la gestion constructive de la diversité. Aujourd'hui, la RDC connaît un moment assez difficile, surtout dans les Kasaï, dans le Nord Kivu, et il nous faut tout mettre en œuvre pour éviter que cette crise puisse s'épandre sur les autres régions. Il y a encore possibilité de le faire, et il faudra avant tout qu'il y ait une forte volonté de lutter contre l'impunité, d'engager un dialogue constructif avec tous les acteurs, mais il faudrait surtout que les acteurs politiques, de quelque bord qu'ils appartiennent, sachent qu'il n'y a rien de plus précieux que la paix. Parce que sans la paix, il ne peut pas y avoir de développement. Mais sans la justice aussi, il ne peut pas y avoir de paix. Et faire de l'impunité le credo de tous les jours. Ce diplomate onusien quitte la RDC satisfait, car le gouvernement congolais est prêt à collaborer avec tous ceux qui portent à cœur le problème de la population du Grand Kasaï. Mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre, le prélat catholique sont montés au créneau le vendredi 23 juin en lançant une campagne de sensibilisation sur cet accord. Les évêques de la SANCO estiment que la détérioration de la situation actuelle du pays est consécutive à la non-mise en œuvre de l'accord qui contient plusieurs pistes de solutions pour sortir la RDC de cette crise et dénoncent le manque de volonté politique. Sarah Mangonda. C'est dans le cadre du lancement de la campagne de sensibilisation sur l'accord du centre interdiocésain et de la 54e session de l'Assemblée plénière qui s'est tenue à Kinshasa que les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo se sont réunis pour brosser la situation politique, économique, sociale et sécuritaire du pays. Selon le prélat catholique, la détérioration de la situation du pays est consécutive à la non-mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Nous sommes profondément inquiets et préoccupés par la détérioration continue de la situation économique, sécuritaire et humanitaire, ainsi que par l'impasse politique actuelle. Le pays va très mal. Situation socio-économique. Il y a peu, la RD Congo jouissait d'une relative stabilité économique. En ces jours, la santé économique de notre pays est critique. S'agissant de la situation qui prévaut dans le Grand Kasaï, l'annonce apostolique déplore et condamne ces actes de barbarie et demande la mise sur pied d'une enquête sérieuse et objective afin que justice soit faite. C'est le cas au Grand Kasaï, où les affrontements entre les forces de l'ordre et les miliciens ont causé beaucoup de pertes en vies humaines. Après 9 mois de conflit, il nous a été signalé à ce jour plus ou moins 3383 morts, 30 fosses communes, plus d'1 million de déplacés internes et 30 000 réfugiés en Angola. Nous y déplorons des destructions méchantes. Les prélats catholiques exhortent donc les parties prenantes de l'accord de la Saint-Sylvestre à assumer leurs responsabilités pour l'amour de la patrie et appellent le peuple congolais à un éveil citoyen pour les élections à venir. Culture à présent, Astrid Madia, ministre de la Culture et Arts, a poursuivi ses visites d'inspection dans les services sous tutelle de son ministère, regardant l'étape de l'Observatoire des langues, du FASEC et de la Bibliothèque nationale. Reportage, Martin Omompou. Dernière étape de sa tournée d'inspection, amorcée dans les services sous tutelle de son ministère. La patronne du ministère de la Culture et des Arts, Astrid Madia Toumba, n'était pas du tout repos.
À l'Observatoire des langues situé dans la commune de Kinshasa, le directeur général de cet établissement public a fait un état de lieu. Le délabrement des infrastructures, le manque de l'outil informatique constitue un frein à l'avancement du travail. Toujours dans le même bâtiment se trouve le Fonds d'assistance sociale aux artistes et écrivains. Au FASAEC a constaté la ministre de la Culture et des Arts. Tout est à refaire, bâtiment non moderne et à moitié éclairé. Pire encore, à l'heure des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les archives sont toujours conservées de manière archaïque. Et tout ne s'arrête pas ici dans la commune de Kinshasa, parce que le numéro 1 de la culture et des arts est encore attendu à la Bibliothèque nationale du Congo, située dans la commune de la Gombe. Astrid Madia reçoit un accueil délirant avant d'être confrontée à des réalités tout autres, mais quasi similaires à celles qu'elle a vécues dans les 2 autres services sous sa tutelle prévus dans son agenda du jour. À la Bibliothèque nationale comme ailleurs, la ministre Astrid Madia était porteuse d'un message d'espoir. La bibliothèque étant la mémoire collective d'un peuple, d'une nation, elle mérite notre attention particulière. Bien sûr, comme l'a signifié le directeur général, les problèmes sont les mêmes partout dans notre ministère. Et que maintenant, pour trouver des solutions, il faut vraiment que nous nous mettions ensemble, c'est-à-dire vous et nous, pour que les solutions soient trouvées. Cette tournée de quelques heures est un signe qui démontre la volonté du gouvernement actuel de mieux faire. Le numéro 1 de la culture congolaise promet de faire une analyse de toutes ces réalités rencontrées sur terrain avant d'agir en accord avec le gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État, Joseph Kabila. À la découverte de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI, son directeur général Robert Moustapha nous parle de l'ANAPI, son statut, ses missions et les services qu'elle offre aux investisseurs tant nationaux qu'internationaux. Regardez. Je m'appelle Robert Moustapha, je suis le directeur général AI de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Je voudrais vous entretenir ce jour sur une question qui est très importante, il s'agit de l'ANAPI, ses statuts, ses missions et les services qu'elle offre aux investisseurs tant nationaux qu'étrangers. Ce qu'il faut retenir de l'ANAPI, l'ANAPI est une structure de l'État qui est régie par le Code des investissements, la loi du 21 février 2002. Elle est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie de gestion. C'est une structure de l'État qui met en œuvre la politique d'investissement du pays. Elle dispose de 4 missions fondamentales. La première mission, c'est la mission de promotion de l'image de marque du pays à l'extérieur. Pourquoi? Parce que l'image qui est souvent véhiculée à l'étranger est une image négative. On ne parle que du pays en termes de viol, de guerre, d'instabilité politique. On ne dit jamais ce qui se fait de manière positive. Et bien, l'ANAPI a cette responsabilité de communiquer sur ce qui est positif, sur ce qui est objectif pour construire une image de marque du pays à l'extérieur. La deuxième mission importante, c'est la mission de promotion des opportunités sectorielles d'investissement et des opportunités provinciales d'investissement. Ça veut dire que l'ANAPI fait la promotion des secteurs, principalement les secteurs déclarés prioritaires par l'État et qui sont déclinés dans ses programmes de développement. Elle travaille également avec les provinces pour constituer une base de données d'opportunités d'investissement provinciales. Et à ce titre, elle dispose d'un site web www.investingRC qui lui permet d'entrer en contact à la fois avec les provinces et à la fois avec l'extérieur pour développer son marketing numérique. Et dans ce site web, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin pour prendre une décision ou pour orienter votre décision
en termes d'implantation de projets d'investissement. La troisième mission est une mission très fondamentale. Il s'agit de l'amélioration du climat des affaires et des investissements. Ça veut dire que l'ANAPI ne s'occupe pas que de la promotion, elle fait en sorte également que le climat des affaires du pays soit attractif et compétitif. Nous estimons que quelle que soit la stratégie de promotion, tant que le climat des affaires n'est pas suffisamment assaini et attractif, elle ne permettra pas un développement des affaires. Et donc l'ANAPI suit de près cette question. La dernière mission de l'ANAPI concerne l'accompagnement administratif dans toutes les étapes d'implantation ou d'extension d'un projet d'investissement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'ANAPI vous accompagne dans toutes vos étapes de mise en œuvre du projet. Avant l'implantation du projet, l'ANAPI est en mesure de vous fournir les informations les plus objectives, les plus complètes et les plus précises possibles. Elle est en mesure de vous mettre en relation avec les secteurs ou les ministères qui cadrent avec vos domaines d'intérêt de projets d'investissement. Elle est en mesure de vous accompagner dans votre prospection de marché. Elle est en mesure d'établir une invitation, bien sûr, pour vous aider à obtenir des visas d'entrée. En dehors des services qu'elle offre avant l'implantation du projet, elle peut également vous accompagner pendant l'implantation de votre projet. Ça veut dire si vous avez besoin de créer votre entreprise, elle est disponible à vous accompagner au guichet unique de création d'entreprise. Si vous voulez investir dans le secteur, par exemple aérien, vous avez besoin d'une licence particulière, elle est en mesure de vous accompagner pour obtenir ce document. Et enfin, si vous vous êtes complètement installé et que vous avez besoin de bénéficier des avantages du régime général du Code des investissements, elle est bien sûr en mesure de le faire, moyennant respect de certaines exigences.